Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau rejoints par Alex Kreiner, analyste de marché, auteur et ancien gestionnaire de fonds spéculatifs. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci pour l'invitation, Glenn. Je suis ravi d'être avec vous et je salue vos téléspectateurs et auditeurs. Nous sommes donc face à une situation qui semble devenir de plus en plus complexe. C'est-à-dire que dans ce conflit en Eurasie, où les Américains considèrent les Chinois comme leurs principaux adversaires, nous combattons néanmoins la Russie par l'intermédiaire de l'Ukraine, une guerre que nous sommes en train de perdre. L'Iran a également, bien sûr, été attaqué directement par Israël. Je soupçonne que la prochaine étape pourrait être des attaques indirectes, que ce soit en Syrie, en Azerbaïdjan ou ailleurs. Mais cela aussi, du moins lors du dernier épisode, a semblé être un échec. Et nous voyons les Iraniens et les Russes se rapprocher. C'est donc un tableau confus. Je me demandais comment vous percevez cette dynamique entre les Russes et les Iraniens. Pensez-vous qu'ils se rapprochent à cause de cela, ou dans quelle mesure pensez-vous qu'ils viendraient réellement en aide l'un à l'autre? Je pense qu'il ne fait aucun doute qu'ils vont se rapprocher pour s'entraider, car ils ont tous deux été pris pour cible par ce que l'on peut appeler l'Empire occidental. Pour comprendre ce qui se passe, il est utile de toujours revenir à ce que nous ont expliqué les grands prêtres de Davos au Forum économique mondial, qu'il s'agit d'un conflit entre deux modèles de gouvernance. C'est quelque chose que George Soros a expliqué dans l'un de ses discours annuels à Davos, au Forum économique mondial. D'une certaine manière, il a raison. C'est exact. Mais je pense qu'il ne s'agit pas de deux systèmes de gouvernance. C'est plutôt le conflit entre le système néocolonialiste et impérialiste occidental et à peu près tout le reste du monde. Je pense que ce système de gouvernance néocolonialiste occidental est prédateur. Leur impératif stratégique fondamental est de préserver et de défendre leur hégémonie sur la masse continentale eurasienne. Pour ce faire, ils doivent empêcher l'émergence de toute puissance rivale sur le continent eurasiatique. Depuis l'époque de Halford Mackinder, ils ont formulé cela comme le concept de puissance pivot. L'idée qu'une puissance pivot pourrait émerger sur la masse continentale eurasienne et devenir alors un empire terrestre. Avec le temps, une telle puissance pourrait croître et devenir si puissante et riche qu'elle pourrait supplanter l'empire maritime, ce qu'était l'empire britannique à l'époque. Ainsi, Mackinder, il y a déjà 100 ans, a proposé comment empêcher l'émergence d'un empire continental, qu'il supposait déjà être la Russie, et l'empêcher de devenir plus puissant que l'empire britannique et de le supplanter dans le monde. La recette consistait à entourer la zone pivot avec autant de têtes de pont que possible, à travers lesquelles il pourrait imposer en permanence des guerres à la Russie, l'affaiblir continuellement et l'épuiser afin qu'elle ne puisse jamais devenir une grande puissance avec laquelle il faudrait compter. Mackinder a spécifiquement nommé la France, l'Italie, l'Égypte, la Corée et l'Inde, comme ses têtes de pont. Donc la France, l'Italie, l'Égypte, l'Inde et la Corée. Mais au cours des 100 dernières années, bien sûr, la géostratégie a changé. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est en gros toute la bande allant de la mer Baltique jusqu'à la Méditerranée orientale, puis traversant jusqu'aux deux Corées. Ils ont en quelque sorte semé toute cette bande de points chauds potentiels de crise. Et donc, nous voyons aujourd'hui qu'ils ont profité de l'Ukraine pour imposer une guerre à la Russie. Ils ont déjà désigné les Balkans comme le second front dans le conflit entre l'Occident et la Russie. Ensuite, bien sûr, le Moyen-Orient. Le 7 octobre 2023, la guerre au Moyen-Orient a atteint un niveau dangereux. Leur objectif est clairement de renverser le régime iranien, ce qui sert à nouveau leur volonté d'hégémonie sur le continent
continent eurasiatique occidental. Having hegemony over the Western Eurasian continent, we've seen that there was an attempt to get. Nous avons constaté qu'il y a eu une tentative de pousser l'Inde et le Pakistan vers une nouvelle guerre. Nous avons vu, rien que la semaine dernière, que l'Azerbaïdjan a commencé à provoquer à la fois la Russie au nord et l'Iran au sud, et que l'État profond turc a été utilisé pour faire de même. Car ce que la bande impériale, appelons-la par son nom, ce que les Britanniques cherchent à accomplir, c'est de défendre leur hégémonie sur la masse continentale eurasienne en utilisant l'État profond turc comme leur proxy. Et ils leur ont promis la création de la Grande Touranie, qui est essentiellement l'idée d'unir économiquement et politiquement tous les peuples turciques entre la Turquie et, en gros, la Chine, car on va de la Turquie vers l'Est. Vous avez l'Azerbaïdjan, vous avez tous les stans, le Turkménistan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, jusqu'à la province chinoise du Xinjiang, qui est peuplée majoritairement de peuples turciques. Ainsi, pour séduire l'État profond turc, pour coopérer, collaborer avec l'Empire occidental, on leur promet la création de cette grande Touranie, où quelqu'un comme Erdogan ou peut-être Aliyev à Bakou pourrait émerger comme un grand homme d'État, unificateur des peuples turciques sous une seule direction, afin de créer une entité politique vaste et puissante. Mais en attendant, ce qu'on leur demande, c'est de servir leurs intérêts. Ainsi, nous voyons maintenant l'Azerbaïdjan s'opposer à la Russie, prendre délibérément des mesures pour détériorer la relation avec la Russie, coopérer avec les services de renseignement occidentaux et Israël pour contrarier les Iraniens. Ensuite, il y a toute la région du nord-ouest de l'Iran, qui est également peuplée majoritairement de populations turciques. C'est le Sud-Azerbaïdjan. Donc peut-être que pour Aliyev, l'idée pourrait être « si nous pouvions déstabiliser l'Iran et provoquer un changement de régime là-bas, alors il pourrait agrandir l'Azerbaïdjan en annexant le Sud-Azerbaïdjan, en prenant une partie du territoire iranien actuel. » N'oublions pas non plus que les Turcs ont collaboré avec les services de renseignement britanniques dans des tentatives de renversement du régime de Bachar al-Assad, en soutenant le HTS issu des restes du Front al-Nusra et d'Al-Qaïda en Syrie. Nous savons très bien que ces forces ont été cultivées par les services de renseignement britanniques en coopération avec l'État profond turc. Ainsi, tous ces différents foyers de crise, tous ces conflits qui sont sur le point d'éclater ou qui se sont déjà intensifiés, font tous partie d'un seul et même conflit. Et puis, si l'on revient à ce que George Soros nous a dit, c'est exactement cela. C'est l'affrontement entre deux systèmes de gouvernance. Et je pense qu'on peut même aller plus loin et dire qu'il s'agit de l'affrontement entre l'Empire occidental et le mouvement des BRICS. Car le mouvement des BRICS est apparu comme une alternative à l'Empire occidental. Ainsi, au lieu que les pays soient désunis, où ils peuvent être renversés un à un par le terrorisme, les mouvements séparatistes, les révolutions de couleur, les assassinats politiques ou des actions de ce type, ils s'unissent et créent un système alternatif, leur permettant d'échanger, de coopérer et de partager des dispositifs de défense et de sécurité à travers l'Organisation de coopération de Shanghai. Et ils savent exactement à quoi ils ont affaire, car récemment, je crois que c'était au cours de l'année ou des 2 dernières années, l'Organisation de coopération de Shanghai a publié plusieurs documents stratégiques dans lesquels elle a spécifiquement identifié les menaces du terrorisme, du séparatisme et de l'extrémisme politique comme les menaces les plus importantes à affronter et contre lesquelles se défendre. Et c'est exactement de cette manière que les puissances occidentales ont agi. Ils ont agi par l'intermédiaire de groupes proxy,
qu'il s'agisse d'organisations terroristes, de groupes séparatistes ou d'extrémistes locaux dans les pays ciblés, que l'on parle du Myanmar, de l'Iran, de la Syrie ou de l'Ukraine. C'est toujours la même chose. Et le danger, c'est que d'autres points chauds pourraient émerger dans les États baltes ou les Balkans. Il existe également des tensions entre l'Inde et le Bangladesh, qui a récemment connu un changement de régime, ainsi qu'entre le Bangladesh et le Myanmar, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et bien sûr, la Chine et Taïwan pourraient aussi devenir un front de guerre. Bien que cela puisse sembler confus si l'on s'en tient aux événements quotidiens, si l'on prend du recul et que l'on essaye de comprendre la stratégie de l'Empire occidental et ce qu'il cherche à accomplir, on se rend alors compte que toutes ces crises sont des champs de bataille différents d'une seule et même guerre. Ce qui est fascinant dans une perspective historique plus large, cependant, c'est que depuis l'époque de Mackinder, au début des années 1900, je crois que son premier ouvrage sur cette masse continentale eurasienne est paru en 1904, sur la manière de la contrôler. Cela a toujours occupé une place centrale dans les documents stratégiques et la réflexion stratégique de la Grande-Bretagne, puis des États-Unis. Le point clé dans ces documents stratégiques est d'empêcher les puissances eurasiennes de s'unir. Mais comme vous l'avez dit, cela signifie que si l'on veut dominer le continent eurasien depuis les Rimeland, comme disent les Américains, ou depuis la périphérie maritime, il faut effectivement veiller à ce que les puissances continentales eurasiennes restent divisées, ce qui est un thème récurrent, comme vous le soulignez. Il faut maintenir les Allemands séparés des Russes, ce qui a toujours été la politique clé des Britanniques en Europe, mais aussi séparer les Chinois des Russes, les Iraniens des Chinois. Ils sont essentiellement tous divisés. Mais dans ce but, je suppose que la faiblesse ou la capacité de séparer les Russes des Allemands ou de l'Europe en général a toujours été l'Ukraine, car c'était à nouveau le principal pont. Vous n'avez pas cela entre les Russes et les Chinois. D'ailleurs, je pense que c'est un problème clé pour les stratèges américains. Ils partagent une vaste frontière et il n'y a pas d'État intermédiaire perturbateur à utiliser. La Mongolie ne conviendrait pas. Mais bref, ma question était, comment voyez-vous la situation évoluer aujourd'hui? Parce que le projet en Ukraine, les efforts visant à utiliser les Ukrainiens pour, comme le disent souvent les Américains, exclure les Russes du rang des grandes puissances et les découpler définitivement de l'Europe, ne se déroulent pas comme prévu. En fait, je pense que les effets en cascade ou l'effondrement semblent s'intensifier si l'on regarde simplement les derniers jours. Bien sûr, la tentative américaine de suspendre les livraisons d'armes pourrait être annulée demain ou même plus tard aujourd'hui. Donc cela peut évoluer. Mais avec les Russes qui deviennent plus agressifs dans leurs bombardements et la ligne de front qui s'affaiblit, comment voyez-vous l'avenir du projet ukrainien à partir de maintenant? Il doit y avoir un plan B pour les États-Unis. Eh bien, d'accord. Donc, ma lecture des États-Unis, et vous savez, si nous parlons des États-Unis, il faut bien sûr accepter le postulat que les États-Unis ne sont pas un bloc monolithique. Les États-Unis sont nés d'un rejet du colonialisme occidental en réaction à celui-ci et d'une tentative d'établir un nouveau pays libre. C'est cela que célèbre la fête de l'indépendance américaine. D'ailleurs, nous venons tout juste de célébrer l'indépendance hier. Et en ce sens, si les États-Unis reviennent à leurs racines républicaines, leur allié et ami naturel dans le monde, c'est précisément la Russie. Et pendant tout le 19e siècle, et même au 18e siècle, pardon, j'ai dit 7e, je voulais dire 18e, la Russie et les États-Unis ont été des amis et alliés très proches. Donc, les raisons de cela,
reste toujours valable et pertinente. Il existe également une tradition historique qui rapproche ces deux pays. La question qui se pose maintenant est donc la suivante. L'administration Trump souhaite-t-elle continuer à être le bras armé militaire de l'Empire occidental ou veut-elle revenir à ses racines républicaines et simplement devenir une grande puissance dans son propre hémisphère, tout en entretenant des relations amicales, constructives et mutuellement bénéfiques avec d'autres puissances, comme la Russie, la Chine, l'Inde, etc. Tout d'abord, les déclarations de Donald Trump à ce sujet ont été très cohérentes. Il veut désengager les États-Unis de tous ses projets impérialistes à travers le monde. Et puis, au cours des 180 derniers jours environ, où il a été président des États-Unis, ses actions ont également été cohérentes à cet égard. Donc pas la rhétorique. La rhétorique vous causera des traumatismes crâniens si vous vous concentrez là-dessus, mais les effets réels de ces politiques. Ainsi, déjà en janvier, Marco Rubio, son secrétaire aux Affaires étrangères, secrétaire d'État, a déclaré que les États-Unis considèrent en réalité que l'ordre d'après-guerre est plus qu'obsolète, qu'il a été instrumentalisé contre les États-Unis, qu'il ne sert pas les intérêts américains, que la nouvelle réalité est celle d'intégration multipolaire et que les États-Unis entendent adopter ces intégrations multipolaires. Le fait que nous voyons aujourd'hui les États-Unis se désengager du projet Ukraine, car la grande campagne de lobbying en mars et avril de cette année visait à pousser les États-Unis à fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine, et Trump a refusé de le faire. Et maintenant, nous voyons les États-Unis cesser les livraisons d'armes à l'Ukraine. Je dis que c'est une pause et qu'ils continueront, eh bien, peut-être. Mais les informations venant du terrain en Ukraine, j'ai un ami à Kiev avec qui je parle de temps en temps. Il m'a dit qu'il n'y a aucun doute. Les Américains s'en vont. Tout le monde peut le voir. Les systèmes d'armes les plus importants dont les Ukrainiens ont besoin aujourd'hui, ils ne les reçoivent plus. La justification est « Nous sommes à court. Nous n'en avons pas assez pour nous-mêmes. Nous devons faire cela. » The justification is we're running out, we don't have enough for ourselves, we have to do this. But the effect is that, in fact, Trump is... Mais en réalité, l'effet est que Trump laisse les Russes prendre l'Ukraine, et le projet Ukraine est désormais terminé. Il ne fait aucun doute que l'Ukraine sera vaincue. Les puissances les plus soucieuses de préserver leur point d'appui, la tête de pont, comme dirait Mackinder, en Ukraine, sont la France et la Grande-Bretagne. Les relations entre la France et la Grande-Bretagne d'une part et l'administration Trump d'autre part n'ont pas été très amicales. Il y avait ensuite un groupe, j'ai oublié s'ils avaient un nom en fait, sous l'égide de la National Security Agency aux États-Unis. Le groupe a été réuni dans le but d'élaborer des stratégies pour continuer à antagoniser et déstabiliser la Russie, pour les contraindre à accepter une forme de paix qui serait bénéfique à l'Ukraine, jusqu'à organiser des attentats terroristes en Russie. Donald Trump a renvoyé les membres de ce groupe et mis fin à leur rôle aux États-Unis. Si l'on porte notre attention sur l'Iran, il y a eu d'énormes pressions sur Trump pour qu'il entre en guerre contre l'Iran. Et c'est un sujet sur lequel on pourrait vraiment s'attarder. Il y a là un véritable gouffre à explorer concernant l'Iran. Trump, d'une manière qui semble très incohérente et chaotique, a en réalité évité d'entrer en guerre contre l'Iran. Il a lancé une attaque aérienne qui ne semblait pas avoir accompli grand-chose et dont les Iraniens étaient apparemment au courant et avaient été prévenus à l'avance. Après cela, il a dit « D'accord, nous l'avons fait. Il n'est pas nécessaire de continuer à anéantir le programme nucléaire iranien. Donc, nous avons gagné. » Et puis, c'en était fini. Lorsqu'on lui a demandé s'il voulait un changement de régime, il a répondu « Non, je ne veux pas de changement de régime. » En fait, il voulait lever les sanctions contre l'Iran.
il voulait assouplir certaines sanctions contre l'Iran. Et Steve Witkoff est même allé jusqu'à dire, lors d'une interview avec l'une de ces chaînes américaines, ABC ou une autre, que la levée des sanctions contre l'Iran était en réalité un signal adressé à la Chine, indiquant que l'administration américaine était prête à négocier. Et puis, quelques jours plus tard, ils ont annoncé qu'ils avaient conclu de nouveaux accords commerciaux avec la Chine. Donc, si je regarde tous ces changements que nous avons observés dans le monde depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, ils sont tout à fait cohérents avec l'idée d'abandonner l'ordre mondial établi après la Seconde Guerre mondiale, où les États-Unis jouaient essentiellement le rôle de principal gendarme mondial, imposant militairement la domination, l'hégémonie de l'Empire occidental à travers le monde. Retirer les États-Unis de toutes ces guerres, puis conclure des accords avec des nations souveraines comme la Russie, la Chine, l'Iran également. Et en même temps, ne pas suivre une bonne voie avec les puissances européennes, que ce soit l'UQPR, la France, la Grande-Bretagne, le Canada. Et en fait, si vous lisez la presse occidentale, ils détestent absolument Trump. Il ne se passe pas un jour sans qu'il publie un article insultant sur Trump et son administration. Je voulais passer une minute de plus sur l'Iran, car c'est un sujet très important. La pression exercée sur Trump pour bombarder l'Iran, nous venons de l'observer. Mais un épisode similaire s'est produit en 2019. En juin 2019, donc il y a pratiquement 5 ans, l'Iran a abattu un drone américain Global Hawk au-dessus du détroit d'Ormuz. Ensuite, il y a eu une grande campagne de lobbying visant à pousser Trump à lancer une campagne de bombardement contre l'Iran, ce qu'il a refusé de faire. Il a dit « Non, je ne le ferai pas ». Et la partie qui a réagi de façon la plus hystérique à cela, c'était précisément l'ambassade britannique. Et c'est là que nous avons eu l'affaire des mémos de Kim Darroch. Car, à l'époque, l'ambassadeur britannique à Washington était Sir Kim Darroch, qui est aujourd'hui Lord Kim Darroch. Et l'organisation appelée Anonymous a divulgué ces câbles parce qu'il avait envoyé une série de mémos au Foreign Office à Londres. Et ce que nous avons vu dans ces communications du Foreign Office, c'est que c'était précisément l'ambassade britannique qui orchestrait cette campagne de pression contre Trump pour essayer de pousser les États-Unis à faire la guerre à l'Iran. Et lorsque Trump a refusé, Kim Darroch était très frustré, très déçu, et il a émis des critiques très peu diplomatiques à l'égard de Trump. Il a dit que Trump était incompétent, chaotique, inapte et d'autres choses de ce genre. Il a également dit que, nous pourrions encore réussir à manœuvrer Trump pour qu'il attaque l'Iran, mais qu'il fallait saturer son entourage. Il a utilisé l'expression « flood the zone » avec davantage de conseillers bellicistes qui le persuaderaient d'aller à la guerre. Puis ces câbles ont été divulgués. Then those cables got leaked out. And then on 9th July 2019, Et puis, le 9 juillet 2019, il était évident que Trump était complètement au courant, qu'il savait ce qui se passait. Trump a publié un tweet dans lequel il qualifiait l'ambassadeur britannique de stupide et de cinglé. Le scandale en coulisses est devenu suffisamment grave pour que les Britanniques soient obligés de rappeler Sir Kim Darroch et de nommer un nouvel ambassadeur aux États-Unis. Je mentionne cet incident parce qu'il est largement passé inaperçu. Les médias n'en ont pas beaucoup parlé. Ils ont en quelque sorte occulté l'épisode. Ce que nous avons appris de cela, c'est que Trump sait exactement qui manœuvre les États-Unis dans ses aventures militaires partout dans le monde et provoque bon nombre de ces guerres. Et encore une fois, cela nous ramène à Mackinder, à la grande stratégie de Mackinder, et à l'utilisation méprisante des États-Unis comme force militaire de l'Empire. Je ne sais jamais vraiment dans quelle mesure Trump est incompétent ou narcissique,
et dans quelle mesure il fait preuve d'une réflexion stratégique claire. Car souvent, et je pense que c'est une faiblesse en Europe, nous exagérons l'ampleur du phénomène. Je suis certain qu'il est très narcissique, mais quant à savoir si c'est cela qui dicte la politique, je pense que les Européens commettent une erreur. Comme tu l'as dit, il doit bien savoir ce qui se passe. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles les Français et les Britanniques étaient favorables, fin 2024, à lancer ces frappes de longue portée en Russie, alors qu'ils savaient depuis 3 ans que ce serait une escalade désastreuse, était qu'ils voulaient piéger Trump dans une guerre dès qu'il prendrait le pouvoir, ou l'enfermer dans le projet ukrainien. Et maintenant, bien sûr, ils l'appellent « papa », et cela est censé le séduire en affichant notre obéissance totale et complète. Mais voilà le problème. Si vous êtes aux États-Unis, vous voyez que le projet Ukraine échoue. La guerre va être perdue. Ce sera un désastre, bien pire que l'Afghanistan. Imaginez si vous pouviez refiler ce désastre aux Européens. Et je pense que c'est là que les Européens se trompent dans leurs calculs. C'est-à-dire que les Européens semblent penser que plus ils assument la responsabilité de l'Ukraine, moins le fardeau pèsera sur les États-Unis, et plus il est probable que les États-Unis continueront. Mais d'un autre côté, cela facilite la tâche aux États-Unis pour s'en laver les mains. Maintenant, c'est le problème de l'Europe. Et c'est pareil avec ce sommet de l'OTAN. Tout le monde accepte, vous savez, d'utiliser 5% du PIB pour les armes. Bien sûr, les Européens, vous savez, truquent leur compte. Ils investissent dans les infrastructures, vous savez, pour atteindre les 5%. Donc cela ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais encore une fois, pour Trump, s'ils s'arment pour montrer leur loyauté, en espérant que l'Amérique ne nous abandonnera pas, ou vous savez, papa ne nous abandonnera pas, comme l'a dit Ruth. Au contraire, cela permet à l'Amérique de partir, car maintenant nous avons tous dit que nous dépensions des milliers de milliards pour la sécurité. Maintenant, bien sûr, des centaines de milliards aujourd'hui, l'Amérique peut partir. Donc je pense que nous sous-estimons peut-être cela, l'homme à la Maison-Blanche. Mais quelle était la motivation européenne? Quel est alors l'empressement des Européens, tu as mentionné surtout les Britanniques, à entraîner les Américains dans une guerre avec l'Iran? Est-ce l'objectif plus large de maintenir cela en Europe, ou comment vois-tu les choses? Eh bien, il me semble, et ce n'est pas formulé de manière explicite pour que tout le monde puisse l'adopter, mais il me semble que les Britanniques, à un certain moment, et je pense que cela s'est produit lorsque le rideau de fer est tombé au début des années 90, ont décidé d'essayer de retrouver leur ancienne gloire impériale. Le premier indice de cela est apparu en 1993, lors d'un discours que Douglas Hurd, alors ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, a prononcé devant le Parlement. Dans ce discours, il a déclaré que la Grande-Bretagne continue de frapper au-dessus de sa catégorie. Et, comme il l'a dit, ils ont l'intention de poursuivre ce rôle en jouant un rôle disproportionnément puissant dans les affaires mondiales. Et puis, je pense qu'ils ont commencé à se tourner vers leurs anciennes possessions coloniales pour en reprendre le contrôle, non pas par la conquête militaire, mais en utilisant un réseau de renseignement très bien développé qui coopère étroitement avec le Foreign Office, avec ce que l'on pourrait appeler la face cachée de la diplomatie britannique. Ils disposent également d'un vaste réseau d'organisations non gouvernementales, de sous-traitants privés et d'organisations caritatives qui s'implantent dans ces pays ciblés et y développent des réseaux d'influence. Ils utilisent l'argent, la pression diplomatique et ils développent aussi leur influence auprès des groupes d'opposition, des réseaux terroristes, des groupes séparatistes et ainsi de suite. Et ils cherchent à déstabiliser les nations de cette manière, puis se présentent comme des sauveurs,
Nous allons venir ici pour assurer la paix et la stabilité dans votre pays. Mais ensuite, on obtient des situations comme celle de la Syrie, car ils essayent d'apporter la paix et la stabilité en Syrie. Et nous avons vu ce qui s'est passé là-bas. Si l'on remonte à 2012, il y a eu ce fameux échange de messages entre Jake Sullivan et Jonathan Powell. Jonathan Powell était auparavant chef de cabinet de Tony Blair, et après avoir mis fin à sa carrière politique pendant un temps, il a créé cette organisation appelée Intermediate. C'était l'un de ses contractants privés, financés par le Foreign Office et le MI6, et qui entretenait une coopération étroite avec eux. Et il a recruté l'actuel président syrien, qui était à l'époque en prison en Irak. D'une manière ou d'une autre, ils l'ont fait sortir de prison en Irak, puis ils l'ont approché. À ce moment-là, il a communiqué avec Jake Sullivan, qui travaillait pour Hillary Clinton, et il leur a dit qu'en Syrie, Al-Qaïda était de leur côté. C'est ainsi que Jake Sullivan a écrit un email à Hillary Clinton disant « Al-Qaïda est de notre côté ». Il les a informés qu'ils disposaient d'un vaste réseau et de relations avec toutes ces armées insurgées dans la région, et qu'ils collaboraient avec elles dans le but de renverser le régime syrien. Dans le même échange de messages, il a également informé Sullivan que les mêmes opérations avaient été mises en place pour le Myanmar, la Somalie et le Yémen, et comptent en commun ces 4 pays. Ils ont été la cible de toutes ces attaques déstabilisatrices, attaques terroristes, guerres civiles, révolutions de couleur, et ainsi de suite, entraînant des millions et des millions de victimes. Comme en Syrie, depuis 2012, nous avons eu plus d'1 million de victimes. L'un des sous-traitants impliqués, chargé des relations publiques en Syrie, s'appelait Albany Associates. Ces mêmes Albany Associates sont désormais chargés des relations publiques pour le gouvernement de Bosnie-Herzégovine, qui se trouve en plein cœur des Balkans, et que les Britanniques ont désigné comme le prochain front contre la Russie. Vous pouvez voir les résultats de leur travail. Selon leur sondage, 60% des Bosniaques pensent que la plus grande menace extérieure pour la Bosnie vient précisément de la Russie. Voilà comment ils procèdent. Et puis je pense que les États-Unis n'entrent en jeu que lorsqu'il s'agit d'appliquer la force brute, quand il faut déployer des groupes aéronavals, lancer des missiles, envoyer des troupes. Et je pense que c'est quelque chose que l'armée américaine, l'establishment de la défense américaine, a compris désormais. Alors pourquoi est-ce que je dis tout cela? Parce que je pense que ce n'est pas seulement Trump. Nous ne parlons pas des victoires de Trump. Et je pense que la question de savoir s'il est un grand penseur ou un stratège est secondaire. Ce qui me semble important, c'est que l'opposition à l'Empire et la réticence à mener sans cesse des guerres pour l'Empire sont bien plus larges et bien plus solides au sein de la classe politique américaine, et surtout parmi les cercles militaires américains, que le seul Donald Trump. Je pense que c'est ainsi que nous avons eu Donald Trump à la base. Parce qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui comprennent que, depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis ont essentiellement été utilisés dans une sorte de combinaison maître-exécutant. Vous savez, comme dans Mad Max, où il y avait le Master Blaster, ce grand géant idiot avec un petit nain décrépit assis sur son épaule, lui indiquant quoi détruire et qui frapper. Mais le géant ne savait pas pourquoi il faisait cela. C'était le petit nain décrépit qui le dirigeait tout le temps. Et donc, il y a une forme de ressentiment à ce sujet. Je pense qu'il existe un mouvement beaucoup plus large pour ramener les États-Unis à leur tradition républicaine, pour rejeter l'Empire et redevenir une puissance régionale, une nation souveraine. C'est aussi pourquoi
dans les cercles européens, on observe cette crainte que les États-Unis redeviennent isolationnistes, qu'ils ne prennent plus leur rôle mondial au sérieux. Les critiques portent sur le fait que les États-Unis ont dû être entraînés dans la Première Guerre mondiale contre leur gré, qu'ils sont arrivés tardivement lors de la Seconde Guerre mondiale, puis qu'ils se sont retirés d'Afghanistan, qu'ils ont coupé et fui, et ainsi de suite. Mais, vous savez, alors que certains cercles oligarchiques aux États-Unis souhaitent préserver les engagements impériaux parce qu'ils en étaient les principaux bénéficiaires, je pense qu'un grand nombre de personnes dans l'armée, dans les forces armées et dans les cercles politiques comprennent à quel point ils ont été utilisés et abusés, et ils ne veulent plus rien avoir à faire avec cela. Donc, je ne peux pas dire, Trump ne donne pas l'impression d'être un grand stratège profond, mais l'effet de ses politiques semble clairement orienter le navire des États-Unis loin de l'empire mondial. Ou juste, oui, une dernière question. Étant donné qu'une grande partie de la manière dont les États-Unis gèrent l'Ukraine, l'Iran et la Chine dépend de cette lutte interne aux États-Unis, pensez-vous que les partisans de l'America First vont l'emporter ici? Ou, si vous analysez ce qui se passe en Ukraine, pensez-vous que ça fait partie de la raison derrière cette rhétorique confuse? Parce que si vous êtes Trump, disons que vous voulez vraiment mettre fin à la guerre en Ukraine, et je pense que c'est son cas, vous ne pouvez pas être trop explicite à ce sujet. Par exemple, avec Reagan, je pense qu'il était le seul capable de réellement commencer à négocier la fin de la guerre froide, parce que personne ne l'aurait accusé d'être faible. Je veux dire, si vous vous montrez faible, alors les autres s'en prennent à vous. Donc bien souvent, seuls les faucons sont en mesure, je suppose, de négocier correctement avec l'adversaire. Mais de son point de vue, est-ce que tout ce va-et-vient, cette rhétorique belliqueuse, relève toujours de la personnalité? Ou voyez-vous cela comme étant lié à la nécessité de tenir certains faucons à distance? Parce qu'une grande partie de cela semble, comme vous l'avez dit, ne pas être une entité unie. Il y a beaucoup de luttes internes au sein de l'Amérique. Je le pense, Glenn. Et je ne peux pas en être certain, car la rhétorique fait évidemment partie des opérations psychologiques. La nature des opérations psychologiques, c'est qu'elles doivent maintenir le public désorienté et confus. Donc personne ne peut dire « voilà exactement ce qu'ils font ». Et je le sais parce qu'ils l'ont écrit dans ce document. Certaines des décisions les plus importantes qui soient prises ne sont jamais couchées sur papier. Donc vous savez, ce que quelqu'un a écrit quelque part dans un document peut ou non constituer la base d'une politique. Mais il y aura toujours des décisions prises dans des cercles fermés, où quelqu'un décide « OK, on va laisser tomber l'Ukraine ». C'est tout. Ils ne vont pas publier de communiqué de presse pour cela. Ils vont s'efforcer de se donner des justifications parce qu'ils seront toujours attaqués par l'autre camp. Oh, vous abandonnez nos alliés traditionnels. Et ces alliés traditionnels sont très puissants. Ils contrôlent les médias, ils contrôlent tant d'institutions qui sont pratiquement enracinées culturellement dans la société américaine. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques invitaient délibérément les bombardements allemands. Winston Churchill disait à l'ambassadeur américain, « Eh bien, lorsque les Allemands commenceront à bombarder nos villes, vous, les Yankees, ne pourrez pas rester les bras croisés et nous laisser être bombardés, car certaines de ces villes portent les mêmes noms que des villes aux États-Unis. C'est comme si Hitler vous bombardait indirectement. » Ainsi, ils comprennent qu'il existe un état d'esprit profondément ancré dans l'establishment politique américain, ainsi que dans les traditions culturelles de toute la période d'après-guerre,
où la personne ordinaire dans la rue considère le Royaume-Uni comme un ami et un allié de l'Amérique. Il en va de même pour la France, l'Europe, l'Union européenne. Same for France, Europe, the European Union. So you can't just push them overboard. Vous ne pouvez donc pas simplement les rejeter par-dessus bord et dire « Je ne suis plus avec ces gens-là. Je vais abandonner l'Ukraine. Je vais devenir ami avec Vladimir Poutine et Xi Jinping. » Parce que Vladimir Poutine et Xi Jinping ont été diabolisés dans les médias occidentaux sans interruption depuis le début. Je veux dire, Vladimir Poutine est au pouvoir depuis 2000. Ce n'est qu'environ en 2003 que les puissances occidentales ont compris que Poutine n'était pas Zelensky, qu'il n'était pas Boris Eltsine, qu'il avait l'intention de défendre la souveraineté russe. Mais à partir de ce moment-là, il a été diabolisé dans les médias occidentaux 24 heures sur 24, sans relâche. Il est difficile de trouver une approche, même modérément équilibrée, pour expliquer Vladimir Poutine. Et donc, Trump ne peut pas simplement dire « Eh bien, je vais devenir le meilleur ami de tous ces dictateurs diaboliques comme Poutine, Xi Jinping et les mollahs assis à Téhéran. » Donc, je pense que la rhétorique doit être déstabilisante et confuse. C'est pourquoi j'essaie en fait d'ignorer la rhétorique et de me concentrer sur ce qui est réellement accompli et sur les effets des politiques. Et je pense que nous avons aussi un bon précédent à cet égard, qui remonte au premier mandat de Donald Trump. Nous avons vu l'évolution des relations avec la Corée du Nord, qui ont commencé avec une rhétorique très agressive. À un moment donné, on aurait pu croire que Trump était sur le point de lancer une attaque contre la Corée du Nord. Mais au même moment, il a envoyé une délégation du Pentagone, je crois qu'il s'agissait de hauts gradés militaires, qui s'est rendue en Chine, et je pense aussi en Corée du Sud et à Singapour, pour préparer le terrain à une rencontre entre Trump et Kim Jong-un. Ils ont eu une réunion et ils ont fini par entretenir une très bonne relation. Et Trump a annoncé qu'ils étaient amis, que la relation allait s'améliorer. Son objectif était de mettre fin à l'hostilité entre le Nord et le Sud. Ensuite, pour la première fois depuis la guerre de Corée, des soldats sud-coréens et nord-coréens ont déminé la zone démilitarisée. Bien sûr, tout cela a été rapidement compromis. Mais disons que nous avons eu une période où l'on nourrissait de grands espoirs que la péninsule coréenne serait pacifiée de façon permanente. La rhétorique était une chose, la politique réelle en était une autre. Et je pense que c'est pour la même raison que nous avons aujourd'hui une rhétorique folle et chaotique. Mais nous devons nous concentrer sur les résultats et sur les effets de la politique de Trump. Et je pense qu'à ce stade, je lui accorde le bénéfice du doute, c'est certain. J'allais dire, c'est une perspective très intéressante. Cependant, parce que les gens continuent de faire référence à la rhétorique, qu'il faut regarder au-delà du bruit. Et donc, je me demande toujours, eh bien, j'imagine que c'est peut-être le but, vous faire rester dans l'incertitude. Mais y a-t-il un certain ordre dans le chaos, ou n'y a-t-il tout simplement rien? Mais comme vous l'avez dit, il y a une certaine cohérence, du moins en ce qui concerne le projet Ukraine. Donc il semble bien que si l'on regarde au-delà de tous ces allers-retours, ce qui s'est réellement passé, c'est que les Européens ont été mis à l'écart. Les Ukrainiens, de plus en plus, rappelez-vous qu'ils n'allaient même pas parler aux Russes et maintenant ils sont à la table, s'orientent de plus en plus vers ce format. La guerre, je suppose, va maintenant prendre fin. Les Européens reprennent la responsabilité. Vous savez, ils voulaient que cela arrive. Et aussi, bien sûr, la rivalité interne aux États-Unis, les forces très puissantes qui ne le laisseront pas se retirer de la guerre en Ukraine, elles sont également apaisées dans une certaine mesure. Donc encore une fois, je ne sais pas s'il excelle dans l'art de gouverner,
ou s'ils se contentent de tâtonner et que cela arrive par hasard. J'aimerais penser qu'il y a une certaine compétence derrière tout cela. Oui, et je pense aussi que nous ne devrions pas négliger le fait que la guerre au Moyen-Orient ne s'est pas intensifiée, comme les va-t-en-guerre l'espéraient. Malgré les bombardements américains sur l'Iran, suivis d'une riposte symbolique de l'Iran, cela ne s'est pas aggravé. Et je pense que cela a été le résultat d'une action délibérée, car si on avait laissé les choses suivre leur cours, la guerre se serait certainement intensifiée. Il me semble donc qu'il y a clairement quelqu'un derrière Trump, et peut-être Trump lui-même, qui essaie d'éviter la guerre et d'orienter la situation vers autre chose. Nous verrons bien. Il pourrait être déraillé. And so we'll see, they could get derailed. He might fail because I think, if I could. Il pourrait échouer parce que, si je devais formuler une critique sérieuse à l'encontre de Trump, c'est qu'il est trop peu scrupuleux avec la vérité. Je pense qu'il s'est desservi en affirmant qu'il avait complètement démantelé le programme nucléaire iranien, car c'est un mensonge trop facile à démonter. Ou du moins, c'est trop facile pour un camp politique de dire « Non, ce n'est pas vrai, vous mentez ». S'il avait dit « Nous avons infligé de lourds dégâts au programme, et maintenant, nous allons pousser les Iraniens à permettre à nos inspecteurs de vérifier », il se serait donné quelques semaines, voire quelques mois, pendant lesquels cette histoire aurait pu s'estomper, sortir du champ médiatique. Et sous couvert de ces inspections, vous pourriez toujours négocier et conclure des accords avec les Iraniens. Mais si vous avancez un mensonge aussi complètement fanfaron, alors beaucoup de gens ne vont tout simplement pas vous croire. Et ensuite, la pression pour reprendre les bombardements et renouveler les hostilités va commencer à monter immédiatement. Donc je pense que dans ce sens, il fait peut-être une erreur, mais il est difficile de juger. Il est très facile de jouer les donneurs de leçons et de critiquer ce qui est fait. Je pense que nous devons simplement attendre et voir ce qui va se passer. Mais au moins, nous n'avons pas une confrontation nucléaire majeure en cours au Moyen-Orient, ce que je pense les va-t-en-guerre voulaient, et ils le veulent toujours. Parce que ce mot, je veux dire, il y est vraiment accroché. Je l'ai vu critiquer CNN parce qu'il a dit « c'est pas gravement endommagé, c'est anéanti ». Voilà le mot. Anéanti. Donc il veut que tout le monde peut s'accorder à dire que c'est un excellent vendeur. Il sait faire le spectacle. C'est son truc. Ce mot, je pense, le mettre en avant est très important. C'est très important. Sauf qu'il n'y a pas de programme nucléaire. Oui. La raison pour laquelle il insiste sur ce mot, c'est parce que le programme nucléaire de l'Iran a servi de justification pour faire la guerre à l'Iran, pour les bombarder. Donc si vous dites que la chose est anéantie, il n'y a plus de justification. Et les puissances occidentales, puisque nous sommes tous pour la démocratie, les droits de l'homme et la liberté, ne peuvent pas dire ouvertement « Eh bien, en fait, non, nous voulons imposer démocratiquement un nouveau régime en Iran et nous voulons installer notre chat là-bas, à la pointe du fusil. » Donc en disant qu'il l'a anéanti, il supprime complètement le prétexte à la guerre contre l'Iran. Nous verrons bien, nous verrons ce qu'ils finiront par accomplir. Mais encore une fois, j'accorde à Trump et à son gouvernement le bénéfice du doute. Et je pense que la seule façon de le savoir, avec certitude, c'est avec le temps. Et la rhétorique, encore une fois, doit probablement être ignorée pour des raisons de santé. C'est toujours fascinant de discuter avec vous. Alors merci beaucoup pour votre temps. Et où peut-on vous retrouver? Merci de m'avoir invité, Glenn. Je suis actif sur X, mon pseudo @NakedHedgie. J'ai 2 publications sur Substack. L'une d'elles est une newsletter quotidienne sur les marchés,
fournissant des signaux de suivi de tendance pour environ 18 marchés mondiaux. J'ai également une publication personnelle intitulée Alex Krainer's Trend Compass, où je publie moins fréquemment, mais avec des recherches plus approfondies et des articles plus élaborés. La première s'appelle System Trend Compass et la seconde Alex Krainer's Substack. The second one is Alex Krainer's Substack. Eh bien, encore une fois, je ne saurais trop le recommander. Allez suivre Alex Krainer. Merci encore infiniment. Thank you for Merci de m'avoir invité, Glenn, et passez un excellent week-end.